Lundi dernier, le président de la République a tenu sa première conférence nationale des territoires. Donc c'est une étape très importante dans le devenir de la fonction publique territoriale parce que c'est un petit peu le socle de ce qui va se passer dans les 5 prochaines années pendant son quinquennat en matière de loi, de décentralisation, de déconcentration. Ça va être vraiment sa feuille de route pour la suite des événements. Clairement, si tu passes les concours là dans les prochains mois ou voire prochaines années, on peut te poser des questions là-dessus. Les membres de jury souvent, enfin surtout à l'oral, aiment bien les questions d'actualité. À l'écrit aussi d'ailleurs, hein, tu peux avoir des questions là-dessus selon les épreuves que tu passes. Donc c'est bien d'avoir les droits, le droit, les finances, etc. Mais l'actualité aussi territoriale est très importante. Donc le but ici, c'est de te faire un petit résumé de sa conférence qui a duré une heure. Si tu veux avoir toutes les infos vraiment et pas passer à côté de choses, parce que je te promets pas que voilà, il y aura tout dans cette vidéo, je t'ai mis un lien dans la description, tu peux aller voir, il y a directement la conférence qui dure une petite heure. Alors le président de la République l'a exposé clairement dès le début de son discours. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il parle de pluralité des situations territoriales. Donc ce qui ressort un petit peu de ce terme un peu barbare, tout simplement, c'est de dire que la territoriale n'est pas quelque chose d'unifié, quelque chose d'homogène. Il y a des différences selon les territoires. Territoires ruraux, territoires urbains, Paris, province, dom-tom, enfin tom. Voilà, il y a quand même beaucoup de différences entre tous ces territoires et la réponse ne peut pas être unique. Il faut adapter en fait les politiques publiques en fonction des territoires, de la géographie et des populations. C'est pour ça qu'il parle alors d'une notion très importante et je pense que si tu as un truc à retenir, c'est ça, c'est l'égalité des chances des territoires. Alors jusque-là, on parlait surtout d'égalité des territoires. Hein, le but, c'était d'avoir une certaine égalité dans les territoires. Mais pour ça, les solutions proposées ne prenaient pas en compte la spécificité des territoires. Bon, là, je te fais un résumé très court. Hein. On peut ne pas être d'accord avec ça, mais grosso modo, c'est l'idée. Et là, l'idée qu'il avance, le président de la République, c'est qu'il faut modifier cette structure en fait de politique publique et de l'amener plus vers une égalité des chances des territoires. Alors, si tu comprends pas bien la différence entre égalité et égalité des chances, ce que je t'invite à faire, c'est de lire ce petit livre pour ta culture générale. En plus, c'est vraiment pas mal. Je sais pas si tu vois le titre. Voilà, c'est François Dubé qui a écrit ça, un sociologue français, qui s'appelle Les places et les chances, où on explique justement c'est quoi la différence entre l'égalité pure, à la française on va dire traditionnelle, et l'égalité, donc c'est ce qu'il appelle l'égalité des places, et l'égalité des chances qui est une notion un petit peu plus récente. Si je te fais un résumé court, en gros l'égalité des places c'est de dire un ouvrier et un médecin, même s'ils ne sont pas au même salaire, on va essayer de réduire les inégalités entre ces deux catégories, entre on va dire les plus pauvres et les plus riches. Là j'y vais vraiment au marteau-piqueur, hein. C'est vraiment pour que tu comprennes l'idée. Et l'égalité des chances, ce serait de dire, voilà, les écarts entre un ouvrier et un médecin, on s'en fout. Par contre, on va leur donner les mêmes chances de réussir. C'est-à-dire qu'un fils d'ouvrier aura les mêmes chances de devenir médecin qu'un fils de médecin. Bon, ça voilà, c'est pour la théorie, il y aurait 10 000 choses à dire là-dessus, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Mais en tout cas, c'est quand même un truc à garder en fond. C'est quand même parce qu'il l'a dit, il l'a répété vraiment plusieurs fois pendant son discours, l'égalité des chances des territoires, c'est vraiment, je pense, un nouveau paradigme, une nouvelle façon de voir les politiques publiques, et je pense que ça, enfin c'est pas je pense, c'est sûr, ça va nous mener vers des lois un petit peu différentes que ce qu'on a connu jusque-là. Le président a illustré en fait son propos par des défis qui sont différents selon les territoires. Donc, selon lui, c'est un peu vrai quand même, vous avez des régions désindustrialisées. J'ai pris des notes en fait sur ma tablette parce que la conférence est vachement dense. Donc voilà, c'est pour être sûr de pas oublier des infos importantes. Donc les régions désindustrialisées, c'est plutôt axé sur la redistribution, c'est plutôt ça la réponse publique. Pour les métropoles, alors les métropoles étant les grandes gagnantes de la mondialisation, c'est plutôt des problématiques nouvelles en termes de pollution, en termes d'espace qui manquent de plus en plus. Pour les villes moyennes, le but ce serait d'avoir un nouveau modèle de croissance basé sur des réseaux entre justement ces villes de taille moyenne, et puis de la spécialisation, hein, chaque ville moyenne pouvant avoir une spécialisation. Les territoires d'outre-mer aussi ne sont pas oubliés, dans le sens où il y aura des assises des outre-mer
en automne. Et puis les territoires ruraux aussi, là la réponse publique serait plutôt dans les infrastructures qui sont un petit peu en retard parfois dans les territoires ruraux, et puis surtout le déploiement du numérique, mais ça on va y revenir un petit peu plus tard. Et dans cette introduction, le président a aussi évoqué le fait que cette conférence nationale des territoires aura lieu tous les 6 mois, et que en aucun cas il ne faudrait voir ça comme une recentralisation de l'État. On va voir que c'est à nuancer et qu'on pourrait presque penser le contraire. Mais après, c'est un avis qu'il faut se forger. Alors après cette introduction, ce qui ressort, un des premiers points qui ressort, c'est le fait que les collectivités territoriales auraient plus de liberté. Alors par exemple, le droit à l'expérimentation serait simplifié, donc les élus locaux seraient plus libres en fait pour expérimenter des nouvelles formes d'organisation dans leurs services ou pour des nouvelles politiques publiques. Il y aura encore plus de facilité de délégation de l'État vers les collectivités en matière économique, sociale ou d'aménagement. Mais bien sûr, si l'intérêt local se justifie, il y aurait une baisse, alors ça c'est un gros point, il y aurait une baisse du nombre des élus locaux, mais ces élus seraient plus protégés, mieux rémunérés éventuellement, plus libres aussi dans leur façon de faire. Alors après techniquement on ne sait pas à quoi ça correspond concrètement, mais en tout cas dans les grandes lignes c'est ça. Donc là c'est un point très important et qui fâche un peu déjà dans les rangs de la territoriale, parce que ok, dans les grandes régions et les métropoles ça peut être entre guillemets plus facile de baisser le nombre d'élus locaux, mais dans les communes, et notamment les communes rurales, il y a beaucoup de bénévoles. Alors je reprends mes notes, je l'avais noté, 450 000 conseillers municipaux bénévoles à travers la France. Enfin, 450 000 quoi, c'est vraiment énorme. Et la crainte aussi, elle est de baisser aussi le nombre de conseillers bénévoles, ce qui serait quand même un retour en arrière par rapport à la démocratie locale, et qui serait pas un bon signal à envoyer auprès de nos concitoyens sur l'engagement politique, d'autant plus quand il est bénévole. Alors, c'est présenté comme une liberté, mais à un autre point, mais bon, faut voir. Le point d'indice différencié. Alors là, le point d'indice, tu sais, c'est ce qui sert à calculer la base du salaire d'un fonctionnaire. Le point d'indice, il est le même dans les 3 fonctions publiques, État, hospitalière, territoriale. Là, l'idée, ce serait de différencier le nombre de points en fonction de la fonction publique. Sauf que l'exemple qui a été donné, il n'est pas très rassurant pour nous, parce que l'exemple c'était de dire quand on veut augmenter les infirmiers et les infirmières, on augmente aussi les fonctionnaires territoriaux. Donc ça nous laisse un peu planer le doute sur le fait qu'on soit un peu le parent pauvre, enfin le parent délaissé des 3, en tout cas par rapport à l'exemple qui a été donné. Donc ça peut être présenté c'est présenté comme quelque chose allant vers plus de liberté pour les collectivités. Dans les faits, je suis pas sûr qu'on aille vers ça. La réforme des rythmes scolaires aussi a été évoquée dans ce sens-là, dans le sens d'une plus grande liberté pour les collectivités, sans que ce soit vraiment développé, mais à voir. Effectivement, ça peut être intéressant d'avoir des collectivités qui ont leur mot à dire. C'est déjà un peu le cas, mais d'aller encore plus vers ça, sur le fait qu'une commune va mieux savoir que l'État, ce qui est bon dans son propre cas où l'école ne ressemble pas à l'école du 16e arrondissement de Paris. Et puis un dernier point sur la liberté des collectivités, c'est la lutte contre l'inflation normative. Donc l'inflation normative, ce qu'il appelle comme ça, c'est le fait que les collectivités doivent jouer, entre guillemets, avec de plus en plus de normes. Et ça devient très compliqué de mener des politiques publiques quand on sait que y a tout un tas de normes à respecter. Et donc il veut mener la politique du 2 pour 1, c'est-à-dire que quand on a une nouvelle norme qui s'ajoute encore, il faudra en retirer 2. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les collectivités, ça amènera un peu plus de lisibilité et moins de complications juridiques. Ensuite, un autre point positif pour les collectivités, c'est l'affichage en tout cas d'une lutte contre les inégalités entre les territoires. Donc ici, le mot c'est un peu la différenciation territoriale. C'est l'idée qu'il y aurait plus de liberté pour les collectivités, alors en matière de transport, en matière d'école, en matière de fracture numérique, ça on va y revenir. Le fait qu'il faut aussi axer sur les maisons de santé, développer plus de maisons de santé pluridisciplinaires, axer aussi sur plus de moyens pour la télémédecine, qui pourrait notamment dans les milieux ruraux être très importante. Sur les 5 ans à venir, a priori, l'effort va être fait sur ces domaines-là, sur une base aussi de méthodes participatives, ça a été aussi mis en avant pendant la conférence, mais avec une idée derrière assez forte, et là je cite le président: on ne peut pas promettre des lignes de TGV et des aéroports de proximité à la France entière. Donc voilà,
c'est là où on rentre dans la différenciation territoriale. On va pas dire à chaque ville, vous allez avoir votre super gare aménagée, votre façon grande ville, quoi. Vous n'allez pas avoir votre propre aéroport. Voilà, chaque ville, chaque type de ville, chaque taille de ville, chaque territoire urbain, ruraux, périurbain, les réponses vont être différentes. Alors pour un petit peu illustrer ce propos-là de différenciation territoriale, on peut parler de la fracture numérique. Donc ça, c'est un point très important dans son discours qui, voilà, pour lui, alors l'engagement initial c'était 2022, tous les foyers équipés alors en fibre. C'est pas tout à fait ça, on va y revenir. Mais en tout cas, avec une bonne couverture internet. Là, il revient sur la date, c'est 2020. Son engagement, c'est 2020. Par contre, c'est là où la différenciation territoriale devient quelque chose d'intéressant. On ne parle pas juste de fibre, parce que pour lui, et ça je le rejoins, enfin toutes les études montrent que c'est financièrement compliqué de fibrer tout le territoire français. C'est de dire, voilà, il y a des territoires, ça va être trop cher. Par contre, on peut déployer peut-être des antennes 4G. Donc c'est quand même une technologie qui coûte moins cher. Pour prendre un exemple concret, moi je suis passé d'une grande ville où j'avais la fibre à une plus petite ville où il n'y a pas encore la fibre. Et par contre il y a une antenne 4G pas loin. Et effectivement je capte super bien la 4G. C'est pas aussi rapide que la fibre, mais c'est quand même beaucoup plus rapide que la DSL par exemple. Donc il y a des vraies réponses à apporter dans les territoires périurbains et ruraux qui sont pas forcément très très chers, enfin qui coûtent de l'argent quand même, mais voilà, le but c'est de pas être dogmatique et de juste dire la fibre partout. Non, il faut avoir une réponse au cas par cas selon les territoires. Alors maintenant un point, bon, on a vu les points positifs, maintenant on va aller un petit peu vers les points négatifs. En tout cas pour nous à la territoriale, ce point-là c'est le fait que l'État reprend la main en quelque sorte et notamment il y a eu une grosse surprise pendant cette conférence. Alors d'abord on va commencer par ce qu'on connaissait déjà. Alors ce qu'on connaissait déjà, c'est-à-dire la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des foyers français. Alors le président a fait un rappel sur le fait que c'est à la fois un impôt injuste socialement et territorialement. Alors bon, socialement entre parenthèses, on peut dire que peut-être que la TVA est un impôt encore plus injuste socialement, mais bon, c'est une petite parenthèse. Territorialement, là par contre oui complètement, puisque les villes périphériques et les bourgs parfois payent plus cher que des grandes villes, ramenées au mètre carré. Enfin voilà, il y a quand même des inégalités territoriales qui sont claires. Donc là, alors je reprends mes petites notes parce que c'est un peu technique. Donc là, le but c'est de déployer cette suppression sur 3 ans par tranches successives. Ça prendra la forme d'exonération pour les gens, et donc il y aura des compensations financières pour les collectivités, et donc c'est l'État qui va financer ça. Donc là on peut quand même se poser la question du principe d'autonomie fiscale, qui est un principe quand même fort dans les collectivités. C'est-à-dire qu'on va remplacer un impôt, on va passer d'un financement direct par les citoyens à le mot n'a pas été dit, mais par une dotation d'État. C'est peut-être ça qui va... Voilà, ça n'a pas été dit clairement, mais c'est ça, on peut pressentir ça. Et c'est pas un bon signe d'autonomie, en termes d'autonomie pour les collectivités. Il y a une piste qui a été évoquée par le président, donc là je cite, c'est une part d'impôt national qui pourrait être attribuée aux communes, une part de CSG ou CRDS. Donc a priori ça pourrait être la CSG ou la CRDS qui viendrait compenser cette perte pour les collectivités. Ensuite un autre point par rapport au fait que l'État reprend un peu la main, c'est le renfort de la déconcentration. D'ailleurs entre parenthèses dans la dernière vidéo on a bien vu que décentralisation et déconcentration étaient liés. Je te mets un lien là au-dessus, tu peux cliquer sur le i comme info. Et donc là, encore une fois, on a dans le discours, on a vraiment quelque chose de bien tenu entre décentralisation et déconcentration. Les deux vont ensemble. Donc là, c'est le préfet qui aurait des pouvoirs d'adaptation locale des réglementations et qui aurait plus de liberté en termes de gestion des RH dans sa préfecture. L'expression qui a été utilisée, c'est moins de fonctionnaires de circulaire et plus de fonctionnaires de terrain. Donc pour aller vite, moins d'administratifs, plus de terrain, en gros plus d'efficacité, c'est comme ça en tout cas que c'est présenté. Et puis l'annonce surprise qui a été faite pendant la conférence, c'est la création d'une agence nationale de la cohésion des territoires. Alors, cette nouvelle agence, c'est une création, ce serait une agence de l'État, chapeautée par l'État,
dans une logique de projet. Concrètement, cette agence, elle serait composée de plusieurs personnes, mais derrière c'est quand même le préfet, parce que ce serait lui qui nommerait des personnalités locales, des entrepreneurs, des fonctionnaires, etc. Donc c'est quand même l'État qui reprend la main, et notamment peut-être un petit peu sur les régions. Le but affiché, c'est de lutter contre la fracture territoriale. Il y aura un travail en lien étroit avec les régions, et on nous affirme que ce n'est pas une recentralisation. Bon, cette agence serait sous l'autorité du ministre de la Cohésion des Territoires. Alors, la logique de cette agence, c'est d'être un guichet unique pour des projets, donc par exemple pour les territoires ruraux, les villes moyennes, et le but serait donc de simplifier. Alors, attention, quand on entend simplification, c'est pas toujours le cas malheureusement. Parfois on complexifie en voulant simplifier, malheureusement. Mais en tout cas, dans l'idée, dans le principe, c'est très bien. Le but, ce serait d'avoir, pour les interlocuteurs, donc pour les porteurs de projets, ce serait d'avoir un guichet unique. Au lieu d'avoir la région, le département, la commune, etc., et de pas savoir trop où on en est, il y aurait ce guichet unique, cette porte d'entrée unique. Et en ça, en tout cas, c'est une bonne idée. Alors l'objectif affiché pour justement les villes moyennes, ce serait la dynamisation des centres-villes, ce serait un petit peu ça l'idée. Pour les métropoles, ce serait plus les projets d'innovation et les travaux de rénovation. Et pour le Grand Paris, là, il y aura carrément une conférence à part prochainement sur ce sujet-là. Bon, et là, le dernier point, le point qui fait mal, on est en droit de se demander si on va vers une purge de la fonction publique territoriale. Et l'économie, normalement, que devait faire la fonction publique territoriale sur ce quinquennat, c'était 10 milliards. C'est déjà conséquent. Finalement, c'est 13 milliards. Le président de la République, enfin ses équipes, ont recalculé les besoins en termes d'économie par rapport à leur grille, à leur interprétation des choses, et ils sont arrivés au chiffre de 13 milliards d'euros. Donc c'est une économie que doivent faire les collectivités d'ici 2022 et sur leurs frais de fonctionnement. Tu sais, c'est fonctionnement et investissement. Le fonctionnement, c'est pas que les salaires, les traitements des agents, mais c'est beaucoup ça quand même. Donc je t'ai fait un calcul pour que tu te rendes compte de ce que c'est. 13 milliards sur 5 ans, ça équivaut à environ 95 000 postes supprimés par an d'ici 5 ans. Dans toute la fonction publique territoriale, donc 95 000 postes. Je me suis basé sur le salaire moyen, j'ai pris la grille de l'INSEE, les chiffres de l'INSEE, donc c'est tout à fait officiel, en prenant les salaires bruts, le salaire brut moyen d'un fonctionnaire dans la territoriale, et donc 13 milliards d'économies, ça fait ça. Ça fait, si on n'est que sur du salaire, encore une fois, ce sera pas ça. C'est des économies de fonctionnement. Il y aura d'autres choses, il y aura d'autres postes où ils vont essayer d'économiser, mais si on réfléchit juste en termes de postes, ça représente quasiment 500 000 postes de fonctionnaires. Voilà. Donc évidemment ce sera pas ça, mais c'est pour te donner une idée, et on est quand même en position d'être inquiet par rapport au chiffre qui est annoncé. Alors pareil, on nous a assuré qu'il n'y aura pas de baisse brutale des dotations de l'État. Voilà, c'est aux collectivités, le message en tout cas, voilà, c'est que c'est aux collectivités de choisir eux-mêmes leur poste d'économie, etc. Sauf que il a été précisé que les collectivités qui feront pas les efforts rapidement, de toute façon il y aura des baisses de dotation à un moment. Donc bon, dans l'affichage c'est sympathique, mais quand même à la fin il y aura une baisse des dotations. Il y aura un groupe de travail de 3-4 personnes qui va être monté pour réfléchir justement à comment baisser les dépenses de fonctionnement. Donc il y a quand même une vision top-down, du haut vers le bas, de l'État vers les collectivités. On nous assure que les collectivités vont être un peu maîtresses de leur sort, mais en même temps il y a une deadline assez courte qu'on nous donne, et finalement ça va être l'État qui va baisser les dotations, donc on n'aura pas le choix. Et puis ce groupe de 3-4 personnes, c'est un groupe qui va être composé de personnes de l'État, des personnes bien placées. Ça va pas être un maire d'une petite commune. Il y aura déjà une espèce de feuille de route sur le type d'économie qu'on peut réaliser. De toute façon, fonctionnement, on se doute bien, ça va être sur les salaires. Ça n'a pas été évoqué, mais gel du point d'indice, ça peut continuer un bon moment. Et recrutement, ne pas recruter un départ sur 2 par exemple, tout ça n'a pas été évoqué, mais faut pas être Madame Irma pour imaginer que ça va être ce type de solution qui va être proposé et qui va être imposé aux collectivités.
Et puis une dernière nouvelle pour nos amis des départements, il a été évoqué le fait que le RSA et d'autres allocations de solidarité puissent être recentralisées donc vers l'État. Alors il y a deux solutions, soit une recentralisation vraiment vers l'État, ou alors une amélioration de la compensation, parce que c'est vrai que tous les départements sont pas égaux vis-à-vis du RSA, donc sinon ce serait une amélioration de la compensation de l'État. Sauf que le président a clairement dit que sa préférence allait à la première solution, c'est-à-dire recentraliser le RSA, avec éventuellement des conventions avec certaines régions. Donc le RSA pourrait être par voie indirecte retransféré dans les régions. Donc bon, ça va dans le sens de l'histoire, hein. Le département est quand même un échelon qui est menacé depuis longtemps. Il y a encore un signe, rien n'est fait, hein, mais il y a encore un signe de on renforce les régions, par contre les départements, bon, on fait un peu le ménage, quoi. Donc ce chantier, cette réflexion va être menée surtout là à partir de septembre, donc rien n'est fait, mais en tout cas il y a quand même ça qui est qui est en réflexion. Si le président l'annonce publiquement, c'est quand même qu'il y a une vraie grosse réflexion derrière, donc on peut s'attendre à ça, une loi prochainement dans les 5 ans, qui tendrait à donner le RSA à l'État et voire même avec des possibilités de donner cette compétence aux régions. Donc avec comme conséquence des régions toujours plus grosses avec toujours plus de pouvoir. Voilà, donc c'est quand même un signe inquiétant pour les départements, pour certains échelons. De toute façon, ça va quand même dans le sens un petit peu des recommandations européennes sur le fait d'avoir de plus en plus de régions, enfin plus en plus de régions, non, de moins en moins de régions, donc plus en plus grosses et de plus en plus puissante, et d'avoir des échelons intermédiaires un peu obsolètes. Donc le département ou les petites communes, on voit bien, hein, les départements sont, en tout cas dans cette feuille de route, voués à disparaître ou en tout cas à être affaiblis, et les petites communes aussi à être regroupées dans des plus grosses communes. Ça va en tout cas dans ce sens-là très européen, très bruxellien de la chose. Alors ensuite il y a eu plein d'autres sujets, mais là déjà la vidéo est très longue, trop longue même. Voilà, il y a eu sur le logement, Paris, Lyon, Aix-Marseille qui sont très chers. Bon, voilà, des solutions peuvent être amenées. Alors il a parlé de pacte girondin, ça m'a fait rire. Bon, faudrait que je fasse une autre vidéo sur la Révolution française, Girondin, etc. Bon, il a aussi évoqué les heures travaillées, mais qui sont pas en conformité dans la fonction publique territoriale. Voilà, la Cour des comptes a fait un rapport là-dessus, etc. Ça nous met pas en valeur clairement, sauf que ça prend pas en compte les heures sup qui sont pas comptées tout simplement, puisque par définition elles sont pas comptées, donc elles peuvent pas être mises dans un rapport de la Cour des comptes. Et pour le vivre au quotidien, il y a beaucoup d'agents cadres, bon même pas que cadres, hein, mais en tout cas moi dans ce que je connais, des agents cadres qui font beaucoup d'heures et qui sont pas comptés en heures sup du tout, qui sont pas visibles et donc qui sont pas quantifiables dans des rapports, donc ça fausse complètement les chiffres. Mais voilà, c'était un petit tacle glissé quand même envers les agents de la territoriale, ça fait toujours plaisir. Alors, en conclusion de cette intervention, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une feuille de route qui est très claire pour les futures mesures qui concernent la fonction publique territoriale. Et donc ça se manifeste par cette fameuse différenciation des territoires, c'est vraiment le truc qu'il faut que tu retiennes, et avec son corollaire, sa solution, qui est l'égalité des chances des territoires. Donc vraiment, si on t'interroge là-dessus, ça doit être ta base, ta réponse, elle est basée là-dessus, sur ce constat-là et cette solution-là. Et donc les craintes qu'on peut avoir vis-à-vis de ça, de cette nouvelle vision des choses, c'est peut-être une crainte d'une certaine recentralisation et peut-être aussi d'une baisse de moyens. Donc ça, c'est un peu les deux corollaires négatifs qui peuvent s'accompagner, mais on verra bien. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'ai donné un petit peu mon avis perso. Je te conseille pas forcément de l'exposer aussi clairement et en mode un peu café des sports comme je viens de le faire. Essaie d'argumenter les choses de façon beaucoup plus neutre, voilà. Mais je pense que c'est intéressant pour toi d'avoir cette feuille de route en tête, parce que les membres de jury aiment bien interroger les candidats en dehors un peu du carcan manuel, droit, finance et tout ça. Est-ce que tu t'intéresses à l'actualité? Et là, en l'occurrence, l'actualité, elle est bouillonnante à la territoriale. Donc voilà, ça te fait une bonne base, en tout cas, j'espère. Et j'espère que ça t'a plu. Et je te dis à très bientôt. Salut!